Bonjour à tous et à tous. Bonjour et bienvenue à tous les étudiants de l'ISG, de SME Sudria et d'Epitech. Donc cet après-midi, nous avons la chance d'accueillir une entreprise que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle GFI Informatique, qui est un acteur de référence dans le monde de la transformation digitale des entreprises. Alors, vous le savez, vous serez tous des futurs managers en charge de la transformation digitale des entreprises et vous accompagnerez cette convergence technologie et business. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui qu'a été conçue cette conférence sur le thème de la cybersécurité. Alors, vous vivez déjà un peu cette convergence business-technologie dans vos cours et également dans vos cursus, puisque nos étudiants de SME Sudria ont la chance d'avoir un second cycle de management. Nos étudiants de l'ISG ont également la chance de pouvoir suivre un cycle qui s'appelle MIT, Manager Ingénieur de la technologie en master. Donc, vous serez tous préparés à mettre en œuvre et faire évoluer cette convergence au sein de vos entreprises. Mais dès à présent, aujourd'hui, grâce à cette conférence, nous avons le souhait de vous sensibiliser à un défi qui est celui de la cybersécurité. Et pour ce faire, eh bien, je vais laisser la parole à nos invités de GFI et en particulier à Christophe qui va nous présenter le groupe et les collaborateurs qui aujourd'hui vont vous présenter cette thématique de la cybersécurité. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents et d'être connectés aujourd'hui à cette première conférence organisée par l'ISG et GFI. Nos principaux intervenants cet après-midi seront Philippe Tison en qualité de consultant senior et Gauthier Delceau en qualité de consultant junior, qui a la double casquette de salarié et d'alternant, car il réalise son alternance chez GFI avec l'école Aston École Informatique. Sont présents également pour GFI M. Dominique Drezecki, notre responsable région, et M. Éric Poulet en qualité de directeur industriel. Je vais donc passer maintenant la main à M. Dominique pour qu'il puisse nous présenter rapidement l'agence et le groupe. Merci Christophe, merci à vous tous d'être présents. Alors je vais effectivement très rapidement, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été dites préalablement, mais donc oui, Dominique Drezecki, je suis directeur des activités de la région Nord là, pour GFI Informatique. Et en fait, voilà, nous sommes une entreprise de services numériques, hein, et vous le savez, aujourd'hui le digital, c'est ce qui dirige et drive donc le développement des entreprises, de toutes les entreprises. Elles sont toutes en transformation, elles sont plus ou moins avancées, mais elles sont toutes dans les réflexions. Les maîtres mots que l'on entend aujourd'hui, vous le savez aujourd'hui, dans vos formations, on vous en parle sans doute tous les jours, c'est le time to market, c'est la data, c'est la maîtrise des coûts. Et donc, forcément, qui dit data, dit à un moment donné aussi sécurité, sécurisation des données. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet qu'on va développer aujourd'hui. Nous, ESN, nous avons dû et nous devons en permanence nous adapter. GFI Nord, on peut le dire, je pense, nous avons été précurseurs en élargissant nos offres de services autour du DevOps, du cloud, de la cybersécurité, mais aussi de l'ensemble des processus de l'entreprise et en développant des activités d'expertise et de conseil donc complémentaires. Pour accompagner nos clients, mais les aider. Et quand je dis aider, c'est important parce que d'autant plus aujourd'hui, dans le contexte de crise que nous connaissons, nos clients parfois sont en grande difficulté, sont en sauvegarde, hein, et donc on a aussi cette capacité à devoir les aider dans leur accompagnement sur la période actuelle. Nous devons, là aussi, et ça c'est directement pour vous quelque chose, un driver important aussi, avoir la bonne écoute de nos clients, c'est-à-dire on va être à l'écoute de leurs enjeux, aller au-delà, avoir, comme je le dis de temps en temps, la bonne oreille par rapport à ça. Et donc, on doit adapter aussi notre savoir-être, notre minding, et ça, c'est tout l'enjeu aussi de votre formation aujourd'hui, avoir une formation, bien entendu, générale, mais aussi de minding par rapport à ça, et bien entendu le compléter par des aspects techniques, peut-être un peu pour être bien au fait de la capacité d'évolution de nos clients. Donc l'IT, bien entendu, c'est un contributeur aujourd'hui hein, qui doit sans cesse se remettre en question, être en capacité aussi d'innover, et c'est pour ça que des entreprises comme les nôtres aussi avons cette capacité de pouvoir proposer, bien entendu, au-delà de ce que je disais tout à l'heure et des technologies, proposer aussi de l'innovation au travers de l'intelligence artificielle ou ces types de sujets. Donc c'est vraiment toute cette activité, tout ce panel que l'on pourra retrouver chez GFI et que l'on trouve déjà aujourd'hui, et donc que nous pouvons vous accueillir demain dans ces contextes-là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce sujet. Merci. Merci Dominique.
Eric, on te laisse la parole pour nous expliquer un peu l'origine du montage et de cette première conférence. Oui, merci Christophe. Effectivement, Dominique a déjà dit beaucoup de choses, mais finalement, outre mon rôle chez GFI en tant que responsable sur des périmètres informatiques, on est rentré en contact GFI avec l'ISG pour finalement faire un pas de côté par rapport à la manière dont on peut voir habituellement les interactions avec les écoles. Et en fait, notre objectif, c'est de rapprocher le monde de l'école et de l'entreprise parce que vous êtes en tant qu'étudiant dans une trajectoire qui sera jalonnée de bifurcation. Et finalement, vous avez déjà une vue assez claire, assez éclairée du monde d'aujourd'hui, mais aussi de ce qui va venir demain. Et finalement, nous, en tant qu'entreprise, aujourd'hui, dans ce monde qui bouge, dans ce monde qui se transforme, on est obligé de se remettre en question. On a une vision où finalement, les modes de management sont en train de changer avec une décentralisation dans nos manières de travailler et toujours plus de coopération. Et donc, s'inscrire dans un écosystème d'acteurs, c'est finalement coopérer, c'est finalement échanger avec vous en tant qu'étudiant, parce que l'objectif, c'est de voir le monde étudiant comme un acteur de notre écosystème pour vous embarquer sur des projets communs, développer le collectif et finalement avoir une approche intergénérationnelle parce que si les collaborateurs des entreprises ont une expérience, ben vous avez une connaissance et finalement on fait le pari de voir les choses différemment et de booster cette approche réciproque de mise en relation de connaissances. Donc, je vais laisser la main pour rentrer dans le vif du sujet très vite de cette conférence de cybersécurité. Mais sachez que le fait de faire le pas de côté, c'est important dans la manière dont on est rentré en contact avec vous et avec votre école. Merci. Merci Eric. Alors, pour présenter le groupe GFI en quelques mots, GFI est un groupe qui est devenu international, qui a doublé ses effectifs il y a moins de 3 ans. À noter qu'il y a 3 ans, la France représentait 90% des effectifs de GFI et à ce jour, la France ne représente que 42% des effectifs. La dernière acquisition du groupe GFI s'est finalisée pas plus tard que la semaine dernière avec le rachat d'un groupe espagnol, Il Corte Inglés, qui représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 millions d'euros. Et GFI s'inscrit dans une forte transformation digitale, comme on l'a déjà rappelé, et on a un ensemble de partenaires, et pour ne citer que les principaux et les plus connus, nous travaillons également avec Amazon, Azure et forcément Google. GFI est un groupe et une ESN. Une ESN veut dire une entité qui rend des services généralistes autour de l'informatique. Nous ne sommes pas un pur player de la sécurité informatique, certes, mais nous rendons ce service-là pour nos différents clients, pour les accompagner, les conseiller et les transformer au sujet de la sécurité. Et pour pouvoir passer maintenant dans le vif du sujet de la conférence, je vais laisser la parole à Philippe pour pouvoir commencer notre conférence sur le sujet de la cybersécurité. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Merci encore une fois de nous accueillir. Alors, la cybersécurité est un sujet assez vaste. Comme l'a dit Christophe, nous ne sommes pas un pur player de la sécurité, mais nous en faisons beaucoup dans nos prestations. Alors, il y a dans l'imaginaire collectif une vision, on va dire, du grand public autour de ce que c'est que la sécurité. Alors, personnellement, je me suis mis à l'informatique et, on va dire, à la sécurité, pas au tout début, mais en tout cas, ma motivation initiale à faire de l'informatique, c'était quand je regardais des séries de télé. Alors, certes, dans les années 80, aucun d'entre vous n'était né, même dans mes collègues, mais c'est en tout cas l'imaginaire collectif a été entretenu par la suite avec des séries plus récentes. Peut-être que vous avez regardé comme Esprit criminel ou bien NCIS Los Angeles. Mais en fait, dans la vraie vie, alors c'est peut-être un peu décevant, c'est peut-être tous les hackers, tous nos collaborateurs n'ont pas le suite à capuche, mais en tout cas, en réalité, c'est un métier comme un autre, c'est de l'informatique, certes avec des compétences particulières, mais essentiellement basées sur des femmes et des hommes qui échangent et qui répondent à des besoins de clients. Alors n'hésitez pas dans le flot de conversation à poser
des questions au fur et à mesure. Si ces questions sont adaptées au slide suivant, ben, on vous l'indiquera et puis on répondra à toutes les questions en fin de présentation. Alors, on a parlé d'imaginaire collectif. Il y a aussi beaucoup de croyances dans le domaine de la cybersécurité. Et ce qu'on propose, en fait, c'est de vous faire un petit quiz vrai-faux. Alors, on vous laisse quelques secondes à chaque fois pour réfléchir, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, une première question, pour voir si tout le monde voit bien les questions. Donc, est-ce que Albert Einstein a dit « rien n'est plus proche du vrai que le faux » ? On vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc, c'est pas lui qui a dit sur Facebook que le problème avec la citation sur Facebook, c'était de les vérifier, mais en tout cas, c'est lui qui a dit ça. Et ça, c'était juste pour s'échauffer. Ensuite, une autre affirmation. Je ne peux pas avoir de virus car mon ordinateur est un Mac. Alors évidemment, la réponse, j'ai moi-même un Mac, mais j'ai quand même un antivirus dessus. Donc c'est une croyance. Alors elle est encore répandue, pas simplement chez les étudiants, je connais aussi des jeunes adultes ou des adultes un peu plus vieux, on va dire, qui ont cette croyance de dire, de toute façon, il n'y a que sur les PC qu'il y a des virus. Enfin, sur les Macs, sur les iPhones, il y a des virus. Sur les téléphones aussi, de façon générale, il y a des virus. Alors, on me dit qu'il y a une question qui est posée, c'est quoi la cybersécurité? Aurais-je peut-être dû définir d'abord ce terme? Alors, dans cybersécurité, il y a cyber et il y a sécurité. Donc, la cybersécurité, c'est la sécurité informatique appliquée au domaine de l'informatique en réseau sur Internet. Donc, il y a 30 ans, la sécurité informatique, ça existait déjà, sauf que le web, Internet existait aussi, mais le web et sa diffusion sur le reste du monde n'était pas aussi importante. Et du coup, le terme cybersécurité, comme beaucoup de termes en informatique, ça fait à peu près 30 ans que je fais ce métier, on adore inventer des mots, un terme particulier qui est cybersécurité a été inventé pour décrire cette notion. Alors, question suivante, mon ordinateur a un virus, je m'en rends compte très vite. Donc, cette question, en fait, on s'aperçoit qu'on a un virus, on dit bah c'est pas grave, je viens juste de m'en apercevoir, c'est corrigé. Donc ben non, en fait, malheureusement, on peut se promener avec un virus, en avoir un pendant des jours et des jours. Alors je vais pas dire des années, ça existe, je l'ai déjà vu, mais c'est une réalité. Alors on progresse dans ce domaine, dans les entreprises. Il y a encore 3 ans, il fallait à peu près 100 jours en moyenne pour qu'un poste infecté soit détecté. On est arrivé à peu près, alors je ne parle pas de GFI en particulier, mais des entreprises en général. Donc dans les entreprises en général, on est à peu près à 56 jours pour qu'une infection soit détectée. Ce qui est assez énorme, évidemment. La question suivante, donc si le site que je visite est en HTTPS, vous avez peut-être déjà remarqué dans vos navigateurs web en haut à gauche une petite clé qui se fermait, je suis en sécurité. Alors, certes, il y a une clé, ça paraît sécurisé. Maintenant, le S, c'est, on va dire, pour sécuriser, mais ça ne suffit pas. Donc, il n'y a pas de souci, en fait, avec le HTTPS, il faut l'utiliser.
de plus en plus de sites, et tous les sites normalement de e-commerce ou qui vous demandent des informations sécurisées doivent le faire. Néanmoins, vous pouvez avoir quand même des sites qui sont détournés, donc vous êtes certes plus en sécurité, mais vous n'êtes pas totalement en sécurité. Alors, je vais accélérer un peu pour ces différentes questions. La question suivante, donc je n'ai pas d'informations sensibles dans mon ordinateur, cela n'intéresse pas les pirates. Alors, moi, c'est quelque chose que j'entends personnellement assez régulièrement dans ma vie personnelle. Qu'est-ce qu'un pirate va faire sur mon poste? D'après vous, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai déjà donné un peu un indice, c'est faux évidemment, parce que toutes les informations qu'on peut récupérer sur votre poste, ce sont des identifiants, des mots de passe, qui éventuellement peuvent être utilisés sur des sites où on a vos informations bancaires. On peut deviner les mots de passe que vous utilisez. Et puis, on peut aussi, alors ça s'appelle un botnet, on peut utiliser votre poste pour faire des attaques massives sur Internet, donc en utilisant la puissance de votre ordinateur chez vous pour en attaquer d'autres. La question suivante donc, porte plutôt sur de l'actualité. Alors, je sais que on a commencé à préparer cette conférence, alors qu'il devait avoir initialement lieu pour information début avril dans vos locaux, donc on a proposé de la faire quand même en distanciel, mais quand on a commencé à préparer, on nous a dit qu'on peut le faire avec Zoom ou avec Teams. Bon, j'avoue que mon premier réflexe a été de dire pas avec Zoom. Alors, il ne faut surtout pas utiliser Zoom car c'est facile pour un pirate de s'inviter dans toutes les conversations et de la Zoom bomber. Si vous ne connaissez pas ce terme, comme je disais tout à l'heure, on adore inventer des termes, c'est de produire du contenu ou de diffuser du contenu en direct qui ne soit pas adapté. Malgré tout, c'est une croyance, parce que c'est pas vrai que c'est facile pour un pirate de s'inviter dans toutes les conversations. Le fait est que c'est d'abord un problème d'utilisation. Alors c'est un détail, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, par défaut, toutes les conversations Zoom étaient sans identifiant et sans mot de passe. Et n'importe qui pouvait s'y inviter, alors n'importe qui cherchait un peu et qui cherchait des conversations, avec un code assez facile. Et puis ils ont juste corrigé, par défaut maintenant, il faut un mot de passe et un identifiant, et il y a une salle d'attente, un peu comme dans Teams, pour se connecter. Et c'est quelque chose d'important, on en reviendra un peu plus tard. Le facteur humain est très important, vous pouvez mettre en place n'importe quel outil qui soit le plus sécurisé du monde. Il y aura toujours des gens d'une part pour exploiter la moindre faiblesse, mais il y aura toujours un aspect humain à prendre en compte. Alors, au passage, Teams a également été l'objet de détournement et d'usage avec un simple GIF animé en fait qui a été infecté. Donc, si tout va bien, nous ne devrions pas être perturbés dans cette diffusion, mais croisons les doigts. La dernière question, et après on reviendra dans le fil de la présentation. Les données de plus de 500 000 comptes Zoom sont en vente sur le Dark Web. Dark Web, comme son nom l'indique, c'est le côté obscur. Ce n'est pas le web sur lequel vous allez tous les jours. Ça existe vraiment, le Dark Web. C'est pas que fantasmé. Donc c'était dans la presse. Je pense qu'elles ont été, ça a été diffusé. Il y a plus de 530 000 comptes en fait qui sont en vente. Alors même des fois il y a des promotions. Ils ont un marketing très puissant et une force commerciale très très forte dans le dark web puisqu'ils offrent aussi des adresses pour encourager et comme ça vaut pas très cher, hein, c'est 1 centime par adresse, mais bon, 530 000 centimes, ça fait beaucoup d'euros. Multiplié par X acheteurs, ça fait des sommes. Ça sert aussi à acheter des choses qui ne sont pas forcément réservées à l'informatique. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas du tout lié à la sécurité de Zoom, mais ce sont des comptes qui ont été achetés, récupérés ou trouvés sur d'autres choses. Donc encore une fois, on a associé Zoom à ça, mais c'est probablement sur d'autres utilisations que ces mots de passe ont été récupérés.
Alors, je vous invite à régulièrement vous poser ce genre de questions et surtout, ça c'est important en sécurité, à ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Comme disait Einstein, il n'y a rien qui a l'air plus vrai que le faux, et réciproquement. Donc, assurez-vous de bien vérifier les informations. Alors, on va revenir sur le sujet du jour, la cybersécurité. On va vous présenter au travers de ces différents slides nos métiers. Vas-y, Christophe. Dans cette présentation des différents métiers, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par une vision très généraliste des différents domaines, de l'expertise, pour qu'ensuite Gauthier puisse vous expliquer la méthodologie d'un exemple d'un test d'intrusion, test qu'il réalise au quotidien dans le cadre de son alternance. Donc voilà, donc Philippe, si tu peux nous présenter les différents domaines de métiers liés à l'expertise. Tout à fait. Donc on l'a dit, il y a des métiers à la fois liés à l'expertise et des métiers plutôt liés au conseil. Donc on va d'abord vous présenter les métiers liés à l'expertise. Alors, quand on dit expert, en général, ça fait toujours sérieux de mettre des schémas compliqués que personne ne comprend. Donc il y a un côté, il n'y a que moi qui comprends. Je fais des choses, mais c'est trop compliqué et je ne veux pas que vous les compreniez. C'est pas du tout le cas. L'objectif, c'est bien de mettre en place des solutions qui sont à la fois complexes ou compliquées à mettre en œuvre. Et ces solutions sont d'une part pour protéger les données, donc les données, on entend vos données personnelles, mais également les données d'entreprise. Et puis aussi, on va avoir des experts qui vont mettre en place des solutions et qui vont activement contrôler et détecter les incidents, puisque c'est pas tout de se protéger, il faut ensuite surveiller qu'on n'est pas attaqué. Et aussi, dans ce cadre-là, il existe un métier et une terminologie, alors on parle souvent de hacker pour un terme générique qui concerne à la fois les méchants et les gentils, et puis on a ce qu'on appelle des ethical hackers, donc des hackers éthiques qui respectent un certain nombre de règles et que tu vas vous présenter, Gauthier, mais qui se placent comme s'ils étaient des attaquants, en fait, pour identifier les faiblesses et les vulnérabilités des systèmes d'information. Alors, sur ces différents métiers, en fait, c'est Gauthier qui va vous présenter son travail au quotidien. Alors bonjour à tous et merci de votre présence encore une fois. Donc comme Philippe vient de vous le dire, moi j'interviens essentiellement sur la production de tests de pénétration. Donc on appelle ça plus communément un pen test pour penetration testing, qui sont produits également par des pen testers. Donc c'est actuellement mon poste en tant qu'alternant. À savoir que le métier de pen tester, c'est pas uniquement un métier technique, il y a aussi beaucoup d'aspects méthodologiques et théoriques à respecter. Alors pour produire un pen test, un test de pénétration, on utilise des méthodologies, parce qu'il y a des méthodologies à suivre pour que tout le pentest se déroule pour le mieux. Dans notre cas, on utilise la méthodologie PTES. Il y a certaines entreprises qui utilisent des méthodologies propres à elles-mêmes, qu'elles ont créées pour leur structure. Alors, dans notre cas, on utilise la Penetration Testing Execution Standard, donc le PTES, qui se décompose en 7 phases. Donc, il y a pour la première phase, la phase de pré-engagement, qui est une phase dans laquelle on va faire des réunions avec le client pour convenir d'un périmètre sur lequel intervenir, parce qu'un pentester ne peut pas intervenir comme il le veut en roue libre. Il est obligé d'intervenir dans une structure qui est bien encadrée, cette structure elle est définie avec l'entreprise pour pas qu'il y ait d'effet de bord, qu'il n'y ait pas de service qui soit impacté par des tests de sécurité, tout simplement. Lors de cette réunion de lancement, on va également demander à l'entreprise un accord de pentest, donc on appelle ça généralement un mandat de pentest, qui est en fait un accord explicite de l'entreprise pour que nous puissions, nous en tant que pentester, essayer de pénétrer dans leur système informatique tout en légalité en fait, parce que faut savoir qu'un pentest ça demande des autorisations. C'est pas quelque chose qui est anodin, bien sûr, ça peut provoquer des interruptions de service pour l'entreprise, donc c'est très important de faire ça dans quelque sorte dans les règles de l'art et de faire ça en toute légalité.
Suite à cette phase de pré-engagement, on va débuter le test de pénétration en passant à la phase 2 qui sera la prise d'empreinte. Donc la phase de prise d'empreinte, elle va servir à collecter des informations sur l'entreprise via les différents outils qui sont présents sur Internet, donc via Google, via des outils qu'on pourrait installer en dur sur une machine, comme vous avez tous les jours, hein, comme sur un ordinateur. On va essayer de collecter un maximum d'informations qui sont disponibles sur l'entreprise et sur ses salariés, puisque le facteur humain n'est pas à négliger. Il pourrait potentiellement y avoir des personnes sensibles au sein de la structure qui pourraient nous aider à obtenir des résultats. Une fois qu'on a récolté un certain nombre d'informations lors de cette phase de prise d'empreinte, on va passer à la phase de modélisation des menaces. La phase de modélisation des menaces, c'est la phase qui va nous servir à créer en quelque sorte un plan d'action. Grâce à toutes les informations qu'on a pu récolter dans la prise d'empreinte, on sait que tel service ou tel salarié est un peu plus vulnérable qu'un autre. Et donc, il sera peut-être un peu plus simple de le travailler pour essayer d'obtenir des informations qui pourraient nous être utiles. Lorsqu'on a fait notre plan d'action, en quelque sorte, notre modélisation des menaces, on va faire une analyse des vulnérabilités un peu plus approfondie, qui, elle, va nous permettre de vraiment diagnostiquer le service et le salarié pour savoir si il est vraiment vulnérable comme il le faut, c'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple des sites web qui n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs années et qui, de ce fait, sont vulnérables à des failles de sécurité critiques, plus ou moins critiques d'ailleurs. Et donc, on va vraiment se concentrer généralement sur ces résultats et sur la criticité, on va dire, des failles de sécurité. Suite à cette phase d'analyse de vulnérabilité, on va généralement passer à la phase d'exploitation. Mais alors, encore une fois, nous faisons face à des règles, puisqu'on ne peut pas exploiter n'importe quel service comme on le souhaite. Il faut, dans ce cas-là, toujours demander un accord explicite au client, puisque si jamais on décide d'exploiter le service qui est vulnérable et qu'il y a une erreur lors de la procédure, on pourrait créer une interruption de service et générer tout simplement une inaccessibilité pour les salariés, et il serait dans ce cas impossible pour eux de travailler. Donc, lorsqu'on passe à l'exploitation, il faut toujours obtenir un accord explicite du client. Une fois qu'on a exploité le serveur ou la faille de sécurité, on a généralement, pas toujours, hein, parfois on a des résultats, parfois on n'en a pas. C'est un peu ce qu'il y a de bien dans ce métier, c'est que c'est jamais une routine, c'est jamais monotone, c'est toujours différent. Donc on peut obtenir un accès à un serveur. Et suite à cette phase d'exploitation, il est essentiel de faire un point avec le client lors de la phase de post-exploitation. Lorsque vous exploitez une faille de sécurité, vous avez accès à un serveur, vous avez peut-être déjà entendu à la télé que des données sensibles avaient été piratées chez Facebook ou chez Google, ou vous avez peut-être même vous-même déjà reçu un mail comme quoi vos données n'étaient plus sécurisées, qu'on vous invitait vivement à modifier votre mot de passe. Donc en fait, la phase de post-exploitation va servir à vérifier avec le client la criticité des données qu'on a pu intercepter lors de la phase d'exploitation. Parce que toutes les données n'ont pas la même importance, et bien sûr vos coordonnées de carte bancaire seront plus importantes qu'une adresse IP par exemple. Lors du début de cette phase de post-exploitation, le pentester commence à rédiger un rapport qu'on va appeler plus communément un rapport de pentest dans sa première version, qu'il va alimenter au fur et à mesure du pentest et qu'il va fournir au client pour que le client puisse lui confirmer qu'il est bien d'accord avec les résultats qui ont été trouvés pour le moment. Une fois que le rapport est terminé, on passe à la phase de reporting, dans laquelle on va finaliser du coup cette version du rapport qui sera la version 2 du rapport. Suite à cette fin de rédaction du rapport, on va organiser une réunion de restitution dans laquelle nous allons présenter un PowerPoint en mettant en évidence les failles critiques du système informatique du client, ainsi qu'un plan d'action à suivre pour qu'il puisse corriger les failles de sécurité présentes dans son système d'information. C'est également dans cette même réunion qu'on va fournir le rapport en version finalisée pour que toutes les équipes puissent mettre en place les correctifs. Très bien, merci Gauthier.
Après cet exemple de test ou de méthodologie de test que réalise Gauthier, je le répète, en qualité d'alternant, on vous propose quelques références que va nous présenter Philippe, mais nous sommes tenus par l'anonymat. Nous ne pouvons pas les citer explicitement, mais je pense que vous arriverez à les retrouver très facilement. Philippe, c'est à toi. Donc, effectivement, les prestations qu'a décrit Gauthier, nous les produisions pour différents clients, à la fois des clients au niveau national. Donc, nous sommes quasiment tous basés sur le Nord, enfin même tous sur le Nord, chez GFI, là, dans l'Assemblée. En fait, GFI, comme on l'a dit, est basé d'un point de vue international. Nous intervenons depuis l'île sur différents clients. Alors, le monument en question n'est pas sur la région lilloise. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits autour du système de billetterie de ce monument, donc accessible sur un Wi-Fi public, mais également sur son système de vente sur Internet. Ensuite, un géant de l'agroalimentaire de la région qui est situé sur le territoire des Hauts-de-France et qui a posé des applications dans son cloud, dans le cloud Microsoft, avec le cloud Azure. Alors, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle, mais en tout cas, c'est un des clouds majeurs aujourd'hui sur le marché, en évidemment définissant des règles de sécurité pour ces applications, en disant que on définit un cahier des charges, on définit des normes d'architecture pour que toutes les applications nouvelles, sensibles, hébergées dans le cloud Azure soient sécurisé, et puis pas de chance, quand on fait un test, on s'aperçoit que ces normes ont été détournées parce que dans l'urgence du déploiement, le fameux time to market, il faut corriger des choses à l'arrache, et puis on ouvre des brèches, on oublie de les refermer, et puis le jour ou quelques jours avant la mise en production, on s'aperçoit qu'on est passé à côté de la catastrophe. Et puis enfin, un dernier client, alors là j'ai le droit de vous citer son nom puisque c'est GFI. Nous avons différentes activités chez GFI, dont des activités mutualisées pour différents clients. Nous hébergeons l'informatique de ces clients, nous l'exploitons au quotidien. Et dans ce cadre-là, en fait, Gauthier en particulier est intervenu pour auditer et faire des tests sur ces infrastructures. On verra un peu plus tard qu'il y a des normes. On est tenu de faire régulièrement des tests sur nos infrastructures, donc afin de les préqualifier, un certain nombre de tests d'intrusion qui ont été menés en particulier par Gauthier. Voilà pour ces références. Merci Philippe. La sécurité est certes un métier technique, mais c'est également un métier lié au conseil. Le conseil ayant plusieurs branches, et c'est cette vision-là que Philippe va nous présenter en reprenant la main. Donc, effectivement, le métier de la cybersécurité, alors l'informatique en général est souvent apparu comme un métier technique. On a souvent du mal, pour des gens qui ne connaissent pas du tout l'informatique, à expliquer ce qu'on fait. Et j'aurais tendance à dire que c'est encore plus compliqué en sécurité informatique. Sur la partie hors sujet technique, il y a ce qu'on appelle le conseil. Et les métiers le métier dont je vais vous parler là, pourrait être à la limite s'appliquer aussi à d'autres sujets que la sécurité purement informatique. Donc on va parler de gouvernance, on va parler de risque et de conformité. Donc c'est quelque chose d'important parce que ce sont des sujets qui sont accessibles également à des profils qui ne sont pas techniques. Moi je connais des gens qui travaillent en gouvernance ou autour de choses comme le RGPD, on parle du cadre réglementaire de RGPD, mais qui n'ont pas une formation initiale en informatique. Donc, mais il s'agit d'interviewer des gens, de reformuler ces interviews, de chercher, de comparer à des référentiels. Et en fait, on va arriver ensuite en s'adaptant au contexte du client et surtout en l'écoutant, à reformuler et à formuler une stratégie pour une continuité d'activité. Alors, c'est des mots qui sont revenus un peu à la mode, là, malheureusement, avec le Covid. Il y a des termes comme plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, résilience, des termes qui sont réapparus, mais en fait, c'est des termes qui existent depuis des années. La première menace de pandémie, elle n'est pas récente. Toutes les entreprises quasiment ont connu la pandémie, une pandémie en 2003. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a des choses qui ont été faites, ou en tout cas qui auraient dû être faites, pour prévoir ces continuités d'activité. La continuité d'activité, c'est aussi un domaine
de la sécurité. J'y reviendrai un peu plus tard. Très bien, Philippe. De nombreuses voies mènent au métier de l'informatique et notamment au métier de la sécurité. Il y a des parcours que l'on va pouvoir dire techniques, des parcours qu'on va dire plutôt généralistes, et c'est ces parcours-là que Gauthier va nous présenter. Alors voilà, comme vient de vous dire Christophe, il y a deux grandes lignes au niveau des parcours. On va généralement parler des parcours théoriques et des parcours pratiques. Alors moi, on va dire, dans mon cas, j'ai plutôt suivi l'aspect technique puisque j'ai fait un BTS afin de devenir administrateur système réseau. Puis ensuite, j'ai effectué une licence cyberdéfense et anti-intrusion des systèmes d'information. Donc pour ceux qui en ont peut-être déjà entendu, c'est la licence CDSI. Et enfin, je suis actuellement en bac+5 en tant qu'expert en sécurité digitale. Mais il existe aussi d'autres parcours comme le parcours généraliste qui lui va plutôt s'orienter sur le consultant sécurité junior, ensuite pour passer ensuite sur le consultant sécurité senior et sur le consultant manager, puis enfin le practice leader. Mais il y a aussi un autre cas de figure que, comme Philippe va pouvoir vous l'expliquer, qui dans la pratique peut un peu changer. Donc, merci Gauthier. Effectivement, alors, ce qu'il faut savoir, j'ai pas beaucoup plus de cheveux que Gauthier en ce moment, mais j'ai beaucoup plus de cheveux gris que lui en tout cas. Ce sera intéressant d'avoir un collègue qui est l'âge de son fils. Le côté parcours généraliste et parcours technique se retrouve dans beaucoup de métiers de l'informatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières formations informatiques pures existent, on va dire, depuis milieu des années 80. Et les formations en sécurité informatique sont très récentes. Et elles ne sont pas encore toutes connues ni suffisantes. On verra dans quelques slides qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de formations en sécurité informatique sur le marché. Néanmoins, aujourd'hui, les gens qui font de la sécurité informatique, il y a comme le disait Gauthier, des gens qui ont un parcours plutôt technique, qui vont aller vers le consulting en sécurité, et d'autres qui sont débutants, qui ont fait soit une école de commerce, soit une école d'ingénieur. Alors, c'est plutôt, à vrai dire, des personnes qui ont fait une école d'ingénieur qui vont vers les fonctions de consultant sécurité. Mais on a aussi des jeunes juristes bac+5 qui font de la sécurité. On a aussi des gens qui font du marketing, parce que comme c'est un métier compliqué, forcément, il faut l'expliquer. Et ces parcours, en fait, peuvent démarrer dans un métier tout à fait généraliste. Alors, personnellement, moi, j'ai eu au départ un parcours assez linéaire. J'ai fait une école d'ingénieur, ensuite en informatique industrielle, donc en théorie qui n'a rien à voir avec la sécurité informatique. J'ai fait du développement. Après, je suis devenu chef de projet. Donc, mon chef de projet, d'ailleurs, avec un S, je gérais plein de projets, mais aucune équipe. Et puis, comme j'aime bien faire les choses à l'envers, je suis devenu très technique en étant ingénieur système et réseau. Puis, parce que effectivement, j'aime pas trop les choses linéaires, je suis devenu manager. Mais ce parcours en entreprise cliente qui a duré à peu près 10 ans, donc je travaillais dans l'entreprise comme 3 Suisses et Pimki. Au bout de ces 10 ans, j'ai rejoint le monde du service informatique. Donc ça s'appelait SS2I, maintenant ça s'appelle ESN. Et puis depuis un certain nombre d'années, donc un peu moins de 20 ans, j'alterne les fonctions de consultant, d'expert, de manager, de conduite de projet. Et c'est ça qui est intéressant dans ces métiers-là, c'est qu'il y a tellement de possibilités à la fois techniques, managériales, organisationnelles, qu'on peut se réorienter, s'orienter, se changer de métier ou même au sein d'une même mission exercer ces différents rôles. Mon quotidien, c'est à la fois d'être référent sur certains sujets au niveau technique, de manager des collaborateurs, Gauthier en fait partie, mais également de faire du consulting de façon individuelle, donc d'intervenir personnellement sur des missions, à faire des audits, à faire des interviews, à faire des comptes rendus, des préconisations. Donc voilà les deux parcours. Alors on a essayé de vous les mettre en perspective. Alors c'est pas forcément simple pour moi qui ne suis plus étudiant depuis longtemps de faire le lien et de me projeter. J'ai des enfants et des fils qui font ce genre d'études. Mais en tout cas, sachez qu'il y a différents parcours qui mènent au métier de l'informatique. Merci Philippe. Concernant les différents rôles, comme tu l'as abordé, ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est que les métiers sont multiples
les fonctions qu'on exerce sont très très variées et on peut passer de l'une à l'autre très très facilement. Et concernant les rôles en qualité de junior confirmé ou de senior, ce que je propose, c'est que Gauthier puisse nous expliquer ou rentrer dans le détail un peu plus sur les missions type junior ou confirmé. Merci Gauthier. Tout à fait. Alors dans mon cas, voilà, comme vient de le dire Christophe, il y a différents rôles, donc junior, confirmé et senior. Pour ma part, je suis actuellement en fin d'études, donc je suis dans le rôle junior. Généralement, dans notre domaine, au niveau du rôle junior, on va plus être amené à mener des tests d'intrusion, donc des pen tests. Moi, c'est ce que je fais majoritairement. Mais on peut aussi également contribuer à du support technique, à faire du support pour des incidents de sécurité. Donc, c'est tout simplement traiter un incident de sécurité, s'il s'est passé quelque chose durant la nuit, une attaque informatique, le rôle de cette personne va être de traiter un ticket afin de résoudre le problème. Il existe aussi d'autres postes comme traiter des demandes unitaires liées à la sécurité. Donc ça va plus faire partie de l'ouverture de flux. Il est important de faire circuler le trafic d'informations de manière sécurisée. Donc il est aussi essentiel qu'il y ait des personnes qui soient présentes pour ouvrir les flux de manière sécurisée. Dans le rôle confirmé, la personne qui va intervenir va avoir un peu plus de responsabilité. Elle va notamment participer à la définition d'une politique de sécurité, donc elle va mettre en place et mettre sur papier tout ce qui est nécessaire pour que les échanges d'informations soient sécurisés dans une entreprise. Elle va aussi participer à des analyses de risque, à diagnostiquer dans une entreprise ce qui est nécessaire de faire pour éliminer un risque ou de prendre en conséquence ce risque, mais également mettre en œuvre des solutions complexes comme des solutions d'analyse de failles informatiques, des failles de sécurité qui pourraient survenir durant la nuit, par exemple, comme on a pu vous en parler précédemment. Maintenant, je vais laisser mon collègue Philippe pour la partie senior, parce que je pense qu'il sera un peu plus à même de vous l'expliquer que moi. Donc le côté senior, effectivement, c'est pas que les cheveux gris, même si j'aime bien plaisanter. Le côté senior, c'est juste une petite parenthèse, junior, confirmé et senior, ce sont des notions qui évoluent tout au long de sa carrière professionnelle. Quand on a 10 ans d'expérience et qu'on devient manager, ben, on est quand même junior dans son rôle de manager. Et puis, après, on fait un nouveau métier, ben, on est de nouveau junior. Donc, il faut aussi garder beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et la notion de confirmer et de seniorité est toute relative. Donc, les tâches qui sont confiées aux consultants sécurité seniors, ben, c'est plutôt d'aller vers, de prendre du recul, de nouer une relation privilégiée avec un client, avec son ou ses clients. Donc, au quotidien, c'est de manager un portefeuille de clients et de rédiger des propositions aussi commerciales. Et puis, comme je disais tout à l'heure, d'apporter des conseils d'un point de vue personnel. Et puis, il y a un point qui est important. Alors, on a mis un mot, une expression un peu obscure, qui est mettre en œuvre un système de management de sécurité informatique. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui se manage. Donc ce ne sont pas que de la technique, ce n'est pas que de la technique, ce sont évidemment des hommes, et puis et des femmes évidemment. Et ces hommes et ces femmes, il faut leur expliquer comment ils doivent travailler, comment ils doivent faire de la sécurité, et surtout surveiller leur comportement. À droite, vous avez un exemple, une liste d'exemples de métiers, elle n'est pas exhaustive, elle est juste indicative. Si vous voyez ce type de mots-clés, ce type d'annonce, ça correspond globalement à des consultants qui soient juniors ou seniors en sécurité. Merci Philippe. Tous ces métiers, toutes ces missions sont avant tout des hommes et des femmes, et ces collaborateurs, collaboratrices sont également ce qui les caractérise, c'est aussi un savoir-faire et un savoir-être. Et ces savoir-faire et ces savoir-être, vous pouvez aussi également, et vous les apprenez lors de votre cursus. Et je vais laisser la main à Alexandra pour qu'elle puisse un peu plus développer ce sujet-là. Oui, bonjour à tous. Écoutez, effectivement, pour le coup, pour tous les étudiants qui sont à l'ISG, comme pour les étudiants ESME ou Epitech, vous savez à quel point au sein des écoles, on prend beaucoup de temps et on vous implique réellement dans ce savoir-être. On vous dit chaque fois à quel point le savoir-faire, c'est une chose, qu'on va tout faire pour que vous puissiez l'acquérir au fur et à mesure de vos années.
Le savoir-être, c'est vous, et on vous accompagne également dans l'apprentissage de ce savoir-être. Plus le temps passe, plus les entreprises publient des offres où vous avez aussi bien un savoir-faire qu'un savoir-être qui est demandé et nécessaire. Donc, c'est vrai qu'en préparant cette conférence avec GFI, on s'est dit que c'était intéressant, en tout cas, de le retrouver à nouveau dans ces slides et dans le besoin des profils recherchés au sein de l'entreprise, et en l'occurrence chez GFI. Je te relaisse la main, Christophe, pour le. Concernant les savoir-faire et savoir-être, il y a les savoir-faire à acquérir, notamment gérer des incidents, mais je vais laisser la main à Philippe pour qu'il puisse le détailler un peu plus que moi. Donc effectivement, je suis content qu'on parle de savoir-être. Alors après, peu importe comment on les appelle, soft skills, le métier des ressources humaines et puis du management en général aime bien se réinventer aussi régulièrement et inventer des nouveaux mots. Tout ça, c'est la même chose. C'est juste l'importance qu'on y met en termes de recrutement. Alors personnellement, j'ai un certain nombre d'années d'expérience de manager et de recruteur. À profil équivalent, évidemment, c'est le savoir-être qui va faire la différence. Et moi, même en tant que manager en ESN dans une vie précédente, je disais que c'était une vraie compétence de savoir communiquer à l'oral et à l'écrit, de savoir se présenter, d'avoir des capacités d'analyse et de synthèse. Et ce n'est pas que de la technique. Alors, le monde du service, c'est rendre un service. C'est sûr qu'à titre personnel, quand vous allez dans un restaurant où, en ce moment on ne peut pas y aller, mais quand vous pourrez y retourner et que vous voyez le serveur qui fait la tête, qui ne vous écoute pas, et vous allez beau avoir un cuisinier qui est très compétent en cuisine, ce que vous retiendrez, c'est que vous avez été mal servi et qu'il y a quelqu'un qui vous faisait la tronche. Donc c'est peut-être anecdotique, mais en tout cas c'est très important aujourd'hui. Alors néanmoins, ce sont des métiers qui sont quand même assez techniques. Alors, ça veut dire qu'il faut pouvoir comprendre et accepter de discuter avec des gens et les faire reformuler si ce n'est pas clair. Donc, il y a des choses qui s'apprennent à l'école, il y a des choses, on verra après, qui s'apprennent tout au long de sa vie, mais toutes les compétences et toutes les connaissances qui sont là pourront vous servir. Donc, si vous êtes concerné aujourd'hui par des études plutôt techniques, n'hésitez pas également à passer des certifications si vous en avez l'occasion, quelles qu'elles soient. Donc, sur la droite, j'ai vu quelques certifications qui étaient reconnues aujourd'hui dans nos métiers. Mais quelle que soit la certification, n'hésitez pas à les passer. Alors, il y en a certaines qui sont obligatoires en langue ou ce type de sujet, mais si vous avez l'occasion d'en passer, même via des MOOC en ligne, n'hésitez pas. Il y a un côté indiscutable. Et dans les savoir-être particuliers pour travailler dans la sécurité, alors il y en a qui sont assez génériques et qui sont propres à tout ce qu'on peut faire en informatique, mais il y a tout ce qui est intégrité et confidentialité. Alors c'est quelque chose qui est facile à dire, mais qui est souvent plus compliqué à faire pour des gens qui sont bavards, pour des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de citer le nom d'un client alors qu'ils n'ont pas le droit. On a dans nos métiers des fois des engagements de confidentialité qui sont valables même au-delà de la fin du contrat de travail. Donc il faut s'y préparer et savoir ne parler que de ce qu'on peut dire et rien de plus. Merci Philippe. Pour continuer la présentation, ce que l'on vous propose, c'est une vision étudiant comparée à la vision qu'on pourrait avoir de la vie professionnelle, et qui mieux placé pour ce slide que Gauthier, car je le rappelle, aujourd'hui, il a cette double casquette étudiant et salarié. Je t'en prie, Gauthier. Je te remercie. Alors en effet, vu que je suis 3 semaines en entreprise par mois et 1 semaine à l'école, j'ai cette double casquette, même si avant le bac+5, j'avais déjà fait une licence en alternance qui m'a permis d'acquérir un peu de passé sur cet aspect. Alors, ce que je pourrais dire sur cette double casquette, entre guillemets, de métier étudiant et de vie professionnelle, c'est que toutes les connaissances que vous allez pouvoir acquérir à l'école, elles ne seront que complémentaires à ce que vous allez faire dans votre vie professionnelle. Elles ne pourront que vous aider à accomplir des projets et des missions, et ça peut être que bénéfique. Alors, même après 10, 20 ou 30 années d'expérience, ça reste toujours intéressant de faire de la technique, surtout dans notre domaine, dans le domaine du digital, puisque le domaine du digital est un domaine en constante évolution. Il y a des nouveautés qui sortent tous les jours, et il est très important de se tenir à la page de tout ce qui peut sortir pour jamais être un peu largué derrière tout le monde et de pouvoir être au top en fait.
Alors, la sécurité informatique, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas que de la technique. Bien sûr, il y a énormément de technique, mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects, comme les aspects réglementaires. Je pense notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler au RGPD, le règlement général à la protection des données, qui est un règlement qu'aujourd'hui tous les sites internet doivent appliquer, et toutes les entreprises même, afin de pouvoir vous garantir un accès à vos données personnelles le plus à même possible. Ensuite, il y a aussi d'autres aspects comme les aspects organisationnels, humains et managériaux. Alors, je pense notamment à l'aspect humain, puisque, comme j'en parlais lors du test d'intrusion tout à l'heure, il y a énormément de réunions pour un test d'intrusion. Il faut savoir parler au client, il faut savoir dire au client ce qui ne va pas dans son système d'information, puisque parfois c'est pas forcément facile à entendre qu'on a beaucoup de failles informatiques et que notre système est potentiellement vulnérable à une attaque par des pirates. Alors, et pour finir, il faut jamais négliger le facteur humain. Alors, vous avez peut-être sûrement déjà reçu des mails frauduleux, des mails de phishing, peut-être pour un compte Facebook ou pour un fournisseur d'accès à Internet, par exemple. Alors, à savoir que le facteur humain est à 80, j'ai même envie de dire peut-être 90%, le premier risque d'une perte de compte, en fait, puisque généralement on ne pirate pas un compte Facebook d'un claquement de doigts, et il y a souvent une interaction de l'être humain qui va provoquer la perte du compte ou la perte de ses identifiants, et du coup une personne derrière un écran qui va pouvoir intercepter ces identifiants. C'est pour vous dire, donc il y a un salon qui se déroule tous les ans dans la métropole lilloise, qui s'appelle le Forum international de la cybersécurité, et dont cette année le thème était replacer l'humain au cœur de la cybersécurité. Donc c'est pour vous dire à quel point le facteur humain a son importance dans ce domaine. Merci Gauthier. Alors le facteur humain est très important, comme dans toutes les activités, vous le concevez, et c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui de vous apporter dans le slide qui suit une vision de ce qu'apporte le métier d'un point de vue humain. Je t'en prie Philippe. Donc effectivement, alors ça apporte un peu de stress, accessoirement, comme c'est mon métier, ça me rémunère, mais ça apporte aussi plein d'autres choses. Alors, ça nous apporte aussi dans notre vie personnelle des anecdotes, des fois. Alors, je vais laisser Gauthier la relater. C'est ça, j'ai eu beaucoup de fois ce genre de petites questions quand j'expliquais mon métier à des amis ou à des gens que je pouvais rencontrer lors d'une soirée, par exemple. Alors, quand on leur dit qu'on est un hacker en quelque sorte, même si j'essaye de raconter un peu plus en détail, quand on leur dit qu'on est un hacker, généralement les gens nous posent comme première question, bah justement, ça tombe bien que tu sois dans la sécurité informatique et que tu sois un hacker, parce que j'ai un compte Facebook à pirater, est-ce que tu pourrais le faire? Alors, malheureusement, non. Nous n'avons pas des comptes Facebook sur demande, puisque pour la simple et bonne raison, de toute manière, que ce n'est pas légal. Et voilà, donc non. Donc, pour ma part, je dis que je travaille dans la sécurité informatique et c'est secret, donc je n'en parle pas plus que ça. Je ne suis pas embêté en général. Donc, juste ce que ça apporte quand même au niveau métier. Alors, le côté sécurité informatique nous oblige à comprendre en détail à la fois l'aspect environnement technique d'un client, donc comment c'est composé, on essaye de le pirater, entre guillemets, donc forcément, on essaye de comprendre comment il fonctionne, mais on peut aussi être amené, et c'est mon cas pour l'émission que je mène, à parler à la fois à des experts, mais aussi des directeurs généraux. Donc, pour accompagner ces entreprises, il faut pouvoir comprendre leur stratégie, il faut que la politique de sécurité soit alignée avec leur stratégie. Et c'est en ça que le métier, au niveau humain, alors moi personnellement, j'ai commencé à faire de l'informatique il y a un certain nombre d'années, non pas pour la technique, mais parce que ça a apporté aux gens. C'est pareil pour la sécurité informatique. Faire de la sécurité informatique pour faire de la sécurité, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est un véritable enjeu dans la transformation digitale des entreprises, que ce système soit sécurisé, parce que la confiance, c'est rien de plus difficile à acquérir. Et si le RGPD en est un exemple, on a beaucoup parlé de RGPD et il faut tous être sensibilisés, le connaître, protéger ses données personnelles. Un des enjeux qui a été mis en avant, ce n'était pas l'aspect protection, mais l'aspect avantage concurrentiel pour les entreprises qui mettaient en œuvre du RGPD. Parce qu'à partir du moment où vous faites confiance à un e-commerçant, à partir du moment où vous faites confiance à un prestataire de service, vous aurez envie de continuer à travailler avec lui.
Donc la sécurité, ça n'est pas une contrainte. Et c'est en ça que échanger avec des directeurs généraux ou des responsables d'entreprise, c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, il y a un changement de paradigme, encore plus avec ce qu'on vit au quotidien, avec le confinement, avec le télétravail. Les entreprises se sont rendues compte, ou leurs utilisateurs en tout cas, se sont rendus compte que quand ça marchait pas, c'était à cause de l'informatique, mais quand ça marche, quelque part, c'est aussi un peu grâce à l'informatique. Et cette informatique, si elle n'est pas sécurisée aujourd'hui, on aura du mal à la faire fonctionner. Bien, merci Philippe. On vous a présenté brièvement quelques missions, quelques rôles, ce que pouvait apporter le métier de la sécurité informatique. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est également de vous faire une petite présentation de quelles sont les perspectives actuelles du métier de l'informatique lié à la sécurité. Pour ça, je relaisse la parole à Philippe. Donc, les perspectives par rapport à ces métiers. Alors, ce que je vais vous dire là, et je rappelle que nous avons préparé la conférence avant le confinement, avec des perspectives d'emploi de façon générale, on va dire, qui étaient très favorables. Et dans ces perspectives d'emploi très favorables, encore plus favorables pour le domaine de la sécurité informatique, malgré tout, ça reste vrai. Donc l'article que je vous ai mis en référence, quand vous aurez la présentation et d'autres liens bibliographiques, vous verrez qu'il y a une pénurie aujourd'hui de candidats. Alors, à la fois parce que c'est pas parce qu'on est trop exigeant et qu'on trouve personne ou qu'on est trop sévère en recrutement. Alors on essaie d'être le plus juste possible. C'est pas une science exacte le recrutement, mais en tous les cas aujourd'hui il n'y a pas assez de personnes formées en informatique et en sécurité informatique. Il n'y a que 25% des postes qui sont pourvus aujourd'hui sur le marché. Et a priori ça va pas s'arranger. Et puis l'autre avantage, l'autre intérêt et les autres perspectives, c'est que malheureusement, et heureusement quelque part pour nous, malheureusement, l'inventivité, la créativité des pirates informatiques, des cybercriminels, elle est assez importante. Aujourd'hui, les cybercriminels se font plus d'argent que les narcotrafiquants. Donc, il y a vraiment cette nécessité, c'est tant qu'il y aura des méchants, il y aura des gentils, et les gentils, en quelque part, c'est nous, et il faut plutôt renforcer ces métiers. Et la crise aidant, la crise sanitaire aidant, on a pu craindre, et ça a été le cas pendant l'épisode de pandémie, il y a eu, les hôpitaux ont continué à être attaqués. Les plans de continuité d'activité qui n'étaient pas forcément vus comme de la sécurité reviennent d'actualité. Et il va falloir tirer un certain nombre d'enseignements parce que alors je ne pensais pas, j'ai connu beaucoup de choses dans ma carrière professionnelle, mais je n'avais jamais connu ce type de confinement. Vous le vivez en tant qu'étudiant. Je ne vous souhaite pas d'en connaître une tous les ans parce que sinon ça va être compliqué. Vous allez développer vos compétences numériques dans tous les sens. Par contre, la vie sociale va s'en trouver un peu affectée. Mais je pense que on aura d'autres épisodes de ce type. La tendance aussi au télétravail se généralise. Ce matin, Peugeot a annoncé qu'ils vont sans doute envisager d'utiliser le télétravail massivement. C'est une source aussi de failles potentielles, parce que quand on est chez soi, on n'a pas le collègue vers qui se tourner en disant tiens, c'est normal qu'on ait reçu ce mail, est-ce que je peux cliquer dessus? Donc tous ces comportements-là, toutes ces failles-là vont malheureusement s'accentuer dans les années qui viennent, et c'était déjà un métier d'avenir avant la crise, et j'ai l'impression, alors c'est mon analyse personnelle, j'ai l'impression que ça va encore se renforcer. Merci Philippe pour tous ces renseignements, toutes ces précisions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre le fil de l'ensemble de vos questions, dont je vous remercie de les avoir posées, pour qu'on puisse maintenant y faire un retour avec la participation de Gauthier et de Philippe, qui sont nos experts. Je ne me permettrai pas de donner mon avis ou de pouvoir ou d'avoir la certitude d'apporter la bonne réponse. Ce que je propose, c'est de reprendre les questions qu'on a sélectionnées, qui nous ont été proposées sur le fil de chat avec Alexandra. J'ai noté quelques questions qui nous semblent très représentatives et pertinentes d'y répondre. Je vais reprendre par exemple la question d'Arthur. Peut-on être en confiance lorsque l'on enregistre un mot de passe directement sur Google? Quelle pourrait être la réponse à apporter, Gauthier, Philippe, à cette question, la question d'Arthur? Alors, pour moi, non, puisque de toute manière, on ne sera jamais vraiment en sécurité, peu importe
l'endroit où on stockera nos données, même si aujourd'hui Google dispose d'un certain nombre de sécurités mises en place pour que l'exfiltration des données enregistrées sur son moteur de recherche soit minimalisée, on va dire. Après, il reste quand même très simple, une fois qu'on a accès au poste, d'exfiltrer les données enregistrées, hein. Il suffit de cliquer sur quelques petits boutons et on arrive à avoir les mots de passe en clair qui ont été enregistrés sur l'ordinateur. Après, à distance, il est possible pour un pirate, puisque rien n'est impossible, il est possible pour un pirate, s'il a infecté votre ordinateur, de pouvoir récupérer ces informations, mais une fois encore, c'est vraiment tout un tas de facteurs qui sont rassemblés pour pouvoir avoir accès à votre ordinateur à un instant T et pouvoir dumper vos informations. Très bien, merci Gauthier. Je vais reprendre une question, la question d'Alice. Existe-t-il une méthode unique pour s'assurer de n'être jamais piraté? Je vais laisser répondre Gauthier en détail, s'il a une réponse à cette question, d'ailleurs elle m'intéresse. Alors, non, il n'existe pas de méthode unique pour s'assurer de ne jamais être piraté, puisque le risque zéro n'existe pas, et voilà, on ne pourra jamais être en sécurité sur son ordinateur à 100%, puisque voilà, il existe toujours un facteur qui fait que on sera toujours vulnérable. Alors, je me permettrais de compléter, c'est un peu comme la sécurité physique. Alors, il y a beaucoup de parallèles entre la sécurité informatique et la sécurité physique. Tous les systèmes que vous pouvez mettre chez vous, sécurité, serrure à 3 points, système d'alarme, etc., tous ces moyens sont là pour ralentir les cambrioleurs. Cambrioleur qui veut rentrer chez vous, qui est vraiment motivé, il y arrivera. Les seuls systèmes qui soient vraiment protégés aujourd'hui sont protégés par au moins 10 systèmes de contrôle d'accès, avec des gardiens en physique, avec des contrôles par caméra. On parle souvent de data center, de centres de données, j'ai eu l'occasion d'en visiter. À la fin, vous avez un SaaS où il y a forcément quelqu'un qui appuie sur un bouton. On en voit beaucoup dans les films. Il y a même des chiens, effectivement, vous avez raison. Il y a des chiens qui gardent les sites, mais malgré tout, il y a quand même des protections qui sont en place. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a parlé de métiers qui analysaient en fait si on avait été attaqué. Parce que le paradigme en sécurité, c'est pas on fait tout pour pas être attaqué. C'est pas quand vous serez attaqué, c'est pas si vous serez attaqué, c'est plutôt quand. La question, c'est quand on est attaqué. Et quand on est attaqué, c'est d'être capable aussi de retrouver les traces. Donc on n'a pas détaillé ce métier tout à l'heure, mais il y a un métier qui a été et des noms de métiers qui ont été récupérés de la partie enquête criminelle, police, le forensic. En fait, le forensic, c'est retrouver les traces, les indices, les fameux experts en fait, pour savoir qui est à l'origine de l'attaque. Est-ce que c'est un gouvernement? Est-ce que ce sont des criminels? Est-ce que ce sont des criminels qui travaillent pour un gouvernement? Ça existe aussi. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut savoir faire. Et la question, est-ce qu'on peut complètement sécuriser? Malheureusement, non. Après, c'est un monde où on peut soit devenir complètement paranoïaque et complètement fou. Bon, en ce moment, on devient plus fou à écouter les actualités sur le coronavirus, mais en tous les cas, on peut devenir complètement paranoïaque dans ce métier. Après, il faut savoir aussi garder la portée de ce qu'on publie sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Les données, elles vous appartiennent, mais si vous les exposez sur n'importe quel réseau social en clair, acceptez-en les conséquences. Bien, merci Philippe. En cette période de confinement, on a peut-être certainement plus de temps pour faire des achats sur le web, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, je rebondis sur une question de Malek. Peut-on communiquer sans risque les cryptogrammes de notre CB lors d'un achat sur un site web? Alors, malheureusement, encore une fois, ce n'est jamais sans risque, hein, puisque même s'il y a un HTTPS avec un S qui pourrait penser à sécurité, on n'est jamais à l'abri qu'il n'y ait pas un pirate sur notre ordinateur, qu'il n'y ait pas déjà quelqu'un sur notre réseau qui intercepte les données. Alors même si le trafic est chiffré, si la version par exemple du HTTPS est trop vieille, il est facile de déchiffrer les données. Donc je dis attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout acheter sur Internet,
ni rien d'autre. Je dis juste que le risque zéro, encore une fois, n'existe pas, même si aujourd'hui, la majorité des sites internet et de sites de vente en ligne mettent en place des sécurités pour pouvoir sécuriser les échanges d'argent sur Internet. Après, en théorie, aujourd'hui, la majorité des banques en ligne aussi, enfin des banques en ligne et des banques normales, mettent en place des solutions de sécurité comme je pense notamment au 3DX ou à tous ces petits codes qui vous sont demandés pour valider un achat et qui du coup complexifient encore une fois l'achat en ligne. Et du coup, automatiquement, l'interception des données bancaires. Merci Gauthier. Pour rester sur une note optimiste, question de Mélissa. Y a-t-il un risque après la pandémie pour que le prochain virus à l'échelle mondiale soit un virus informatique qui pourrait isoler tout le monde plus qu'aujourd'hui? Alors, moi, il y a de la littérature sur le sujet, en fait. Alors, il y a aussi de la littérature sur les pandémies qu'on vit actuellement. Alors, tout le monde a prédit qu'il allait y avoir un jour une pandémie. Pas tout le monde. Il y a des écrivains qui en ont fait des livres. Il y a même eu une conférence TEDx qui a circulé de Bill Gates qui parlait du sujet, la prochaine pandémie, etc. Donc ça, vous pouvez trouver ça sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui a écrit aussi un livre sur un blackout total alors il y a des virus, il y a des attaques, des ransomware, ce genre de choses qui existent, qui ciblent des sites industriels. Donc il y a un auteur, alors je pourrais vous mettre en complément le nom du livre, mais qui avait imaginé que les centrales électriques d'un pays se font complètement hacker et puis il n'y a plus d'électricité. Demain, en fait, c'est plus grave s'il n'y a plus d'électricité et d'eau que de réseaux informatiques. Alors certes, vous pourrez plus échanger sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Discord, sur tous les réseaux que vous imaginez. Mais s'il n'y a plus d'électricité et plus d'eau, là, on est sur un problème de santé publique, mais plus grave encore. Donc ce genre de menace est réel. Ça fait partie des activités, d'ailleurs, chez GFI, on développe, c'est pas très connu, même en interne GFI d'ailleurs, on a un certain nombre de solutions qui permettent de protéger des sites industriels sur des informatiques qui sont dans certains cas vieillissantes parce que liées à des automates. C'est lié à certains langages ou certains dispositifs qui ont été mis en place il y a 30 ou 40 ans et qui n'ont pas évolué. Donc ce genre de menaces, elles sont bien réelles, elles sont prises en compte par les entreprises. Alors, on fait partie des acteurs qui aident ces entreprises à se sécuriser. Mais un virus qui se diffuse au niveau international, ça existe déjà aujourd'hui. Il y en a tous les jours. Donc la réalité des virus, des ransomware, c'est quelque chose qu'on vit, nos clients vivent, ça existe déjà. Donc je ne dirais pas qu'elle est sous contrôle, elle est un peu plus sous contrôle visiblement que les vrais virus du quotidien. Sauf que quand vous avez un ordinateur qui est mort, un deuxième, toute une entreprise dont le système informatique est mort, ça fait moins ça fait le titre des journaux, mais ça touche moins les gens parce que c'est jamais que des machines. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, en fait. Et si on associe les deux, alors avant la pandémie, il y avait déjà eu des épisodes d'hôpitaux, le CHU de Rouen, dans la métropole lilloise, il y a aussi un groupement privé d'hôpitaux qui a été attaqué. Alors, ce qu'on appelle un ransomware. Un ransomware, c'est parce que c'est quelque chose de technique, et puis ransom parce que on demande une rançon. Donc tous le rançongiciel en français, en très mauvais français d'ailleurs, j'aime pas ce mot. Donc ces ransomware ont pour vocation de verrouiller les systèmes informatiques, les fichiers, tout le système d'information en sens l'historique de l'entreprise. Et puis derrière, pour déverrouiller ces systèmes, il faut payer une rançon. Alors, il y a un principe normalement, c'est qu'il ne faut jamais négocier avec des ravisseurs, donc il ne faut jamais payer la rançon, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui l'ont fait et qui ont quand même été embêtées, mais c'est une réalité. C'est pas, est-ce que demain on peut être paralysé? Oui. C'est comme à la question, est-ce que demain le monde peut être bloqué par une pandémie de virus? Il y a quelques mois, il y aura plein de gens qui ont dit mais non, ça ne peut pas arriver, etc. Aujourd'hui, on voit bien que si. Très bien, merci Philippe. Pour passer sur un autre thème, une question de Lisa. Est-ce qu'il y a des filles dans ces métiers ou bien est-ce comme dans l'informatique ou pire?
Alors Gauthier avait visiblement pas envie de répondre à cette question. Non, mais parce que je te voyais prêt à répondre. Mais alors, dire qu'il n'y a pas de filles, ce serait mentir, même si aujourd'hui, dans ce domaine, il y a quand même une majorité d'hommes et c'est pas forcément manque de postes, hein. Je pense que c'est plus un manque de candidature parce que c'est quand même un métier qui reste très masculin et c'est d'ailleurs très dommage, même si avec le temps on essaye d'un peu plus de s'orienter vers une communauté féminine. Donc non, c'était pas un métier. Voilà. C'est pas un choix en tout cas. C'est ça. C'est pas un choix qui est aussi peu de filles, mais bon, c'est vrai de façon générale en informatique, malheureusement. Donc, moi, je l'ai vu, ça j'ai un peu moins de 30 ans d'expérience, ça a quand même pas mal changé. Dans les écoles d'ingénieurs, de façon générale, il y avait déjà beaucoup moins de filles que de garçons il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça a changé. En informatique, il y a encore beaucoup d'hommes. Après, je dirais que ce sont des... Moi, j'ai rencontré en candidate des candidates aussi qui travaillaient en sécurité informatique. Je dirais qu'il n'y a pas... c'est plus le fait qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes qui font des études en informatique qui sont des filles, et ce n'est pas lié à la sécurité informatique. Je pense que le souci, il est plus lié à la nature de l'activité. Alors sachez, pour information, il y a des personnes autour de la conf qui pourraient en parler pendant plusieurs heures, et je ne vais surtout pas leur passer la parole, de chez GFI, qui ont là quelques initiatives pour replacer justement et pour attirer des jeunes filles au métier de l'informatique, donc dans les collèges, voire dans les lycées, pour les sensibiliser à ces métiers. Est-ce que c'est un problème aussi culturel, je pense, de ne pas orienter les filles vers l'informatique avant le lycée? Alors, personnellement, j'ai 2 garçons et une fille. Ma fille a 18 ans. J'ai l'impression quand même qu'encore dans le système scolaire, on a tendance à orienter plutôt les garçons vers des filières techniques et puis les filles vers les métiers du marketing, du commerce, de la gestion. Et surtout pas les orienter vers des métiers scientifiques ou techniques. Alors c'est une impression, hein, c'est ce que j'ai vécu. Je ne dis pas que c'est la réalité, je ne dis pas que que tout le système scolaire est comme ça, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Merci Philippe, c'est car de toute façon, les branches de métier, que ce soit l'informatique ou autre, hein, ne sont que le reflet de la société. Donc il est difficile d'être à contre-courant, si j'ose dire. Maintenant, je vais relever la question de AIM. Est-il facile d'intégrer la branche de la cybersécurité avec un master d'école de commerce sans perdre un trop grand nombre d'années de remise à niveau? Alors, facile, je dirais pas que ce sera chose aisée. Cependant, je pense pas que que vous devriez perdre beaucoup d'années de remise à niveau. Alors, ça va surtout beaucoup dépendre de votre investissement personnel, de votre envie de progresser. Après, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le secteur de l'informatique, sur cet aspect technique, va beaucoup dépendre de votre envie d'apprendre et de votre investissement personnel à la maison. Il existe des tas de sites en ligne, des tas de forums qui vous permettront de progresser et d'évoluer en autodidacte. Et donc, ça va vraiment se baser sur votre capacité à travailler seul à côté, en plus de vos études, pour monter en niveau et peut-être après intégrer la branche de la cybersécurité. Merci Gauthier. Aujourd'hui, pour se dire les différentes formations, pour parler de mon cas, moi aujourd'hui, je suis dans les différents métiers de l'informatique, dans la relation commerciale, la mise en production, le suivi des productions, et j'ai une formation initiale d'ingénieur en génie mécanique. C'est forcément une voie totalement différente. De l'informatique, certes, au démarrage, mais ce qui compte avant tout, c'est de se dire on souhaite travailler dans cette branche, on y est intéressé, que l'on souhaite développer des compétences techniques qui peuvent être un vernis technique qui peut être suffisant pour comprendre, modéliser, expliquer à d'autres personnes, à des clients ou même en interne, que sont les métiers de l'informatique. Et dans ce type d'activité, la remise à niveau va très très vite et elle s'accélère avec le fait qu'on soit intéressé, qu'on aille vers les personnes, qu'on aille de l'avant
pour s'intégrer, s'impliquer de plus en plus dans ces métiers-là. Il n'y a pas que les métiers où on va aller faire des tests, il y a également, je dirais aujourd'hui, sur les métiers, quand on parle de commercial, ce sont des personnes avant tout qui vont devenir des chefs de projet, qui vont gérer des équipes pluridisciplinaires pour répondre à des appels d'offres, pour être en correspondance et en relation directe avec les clients, pour vulgariser les savoir-faire techniques des ESN. Donc tout dépend des métiers sur lesquels on souhaite s'orienter. Je vais rebondir maintenant sur une question de Mathieu parce que je pense qu'il est nécessaire de reclarifier si c'est le cas. Donc la question de Mathieu est la suivante. Quelle est la différence entre un hacker et un ingénieur sécurité? Alors, je vais répondre à cette question. Le hacker, en fait, est probablement un ingénieur en sécurité et réciproquement. Ça ne va pas vous aider beaucoup, ma réponse. Alors, hacker, en fait, c'est un terme qui existe de façon générique. Ce n'est pas que en informatique. Il y a des hackathons qui sont organisés de façon régulière. C'est ce qui permet de décortiquer un système et de le décomposer pour le comprendre. Alors, le terme est souvent utilisé en informatique pour désigner un pirate informatique. Un ingénieur sécurité, en fait, peut exercer différentes activités, dont protéger des infrastructures, donc mettre en œuvre ce qu'on appelle des firewalls, des antivirus, des sondes d'intrusion. Et puis, il peut également être sollicité pour faire des tests d'intrusion. C'est ce que vous a décrit Gauthier, donc faire des pen tests, penetration testing, qui nécessitent des compétences particulières. Et on préfixe ce terme de hacker par ethical, parce que c'est fait de façon éthique, avec accord d'un client, avec accord de celui qui se fait tester, et en respectant un certain nombre de règles, et surtout en n'exploitant pas à chaud ni a posteriori les failles qu'on aurait pu trouver. Merci Philippe. Une question anonyme. Au sein de GFI Nord, la cybersécurité représente combien en pourcentage de parts de marché? Dominique, pourrais-tu ou sais-tu répondre à cette question? Alors je pense que Dominique nous a quittés, mais c'est pas grave, je peux répondre parce que c'est moi qui anime la practice sécurité sur le Nord. Alors d'une part, c'est quelque chose de confidentiel, je ne pourrais pas vous communiquer ces informations. D'autre part, comme on l'a dit, nous ne sommes pas un pur player en fait de la sécurité, donc ce serait pas révélateur de parler de pourcentage. Par contre, les sujets sécurité, il y en a un peu dans tous les prestations. On a une grosse prestation pour un transporteur ferroviaire, dont je n'ai pas le droit de citer le nom, dans lequel on fait du réseau et de la sécurité. C'est d'ailleurs un moyen pour nous d'intégrer des collaborateurs aussi, pour faire de la sécurité dans un environnement très complexe de ce client, et puis ensuite d'évoluer vers d'autres métiers. Donc, on ne s'attache pas dans l'équipe où je suis à l'importance et à mesurer l'importance de l'activité en fonction de la taille du chiffre d'affaires, mais plus de l'impact que ça a sur les infrastructures des clients et surtout de tout le business que ça drive derrière. Sachant qu'il y a des sujets connexes, comme le cloud, comme la transformation digitale, en fait, qui sont travaillés par rebond. Alors, on ne l'a pas indiqué, mais Gauthier et moi faisons partie d'une équipe qui s'appelle Performance et Transformation, et pas du tout dans une équipe cybersécurité. Donc, ce genre d'activité, en fait, est assez transverse. Merci Philippe. Alors, question technico-technique de la part de Théo. Est-il possible de hacker une Tesla? Alors, oui, il est possible d'hacker une Tesla. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui va courir les rues et qu'on va pouvoir faire très très facilement. Mais encore une fois, rien n'est impossible et il y a déjà des personnes qui l'ont démontré. Il est possible très facilement, entre autres, d'intercepter le signal radio qui passe entre le bip de votre clé et ce que la Tesla reçoit comme signal pour permettre d'ouvrir la voiture. Alors, tout à l'heure, on parlait du Forum international de la cybersécurité qui se tient tous les ans au Grand Palais à Lille. Et depuis quelques années maintenant, il y a certaines organisations en partenariat avec Tesla qui organisent des challenges de hacking, en fait, justement, avec donc du coup ces organisations ramènent des outils et vous laissent ces outils pour essayer de hacker cette Tesla. Je pense notamment à HackerOne qui cette année donnait cette opportunité aux candidats, mais l'année dernière c'était Quant. Alors vous avez sûrement entendu parler de Quant pour son moteur de recherche qui n'utilise pas vos cookies. Et voilà. Donc il y a
si jamais vous souhaitez vous mettre à ce défi, vous pouvez vous rendre tous les ans du coup à ce forum pour participer, même si je vous le dis d'avance, ce ne sera pas chose aisée. Bon, en conclusion, peut-être, je ne sais pas si on prend encore une question ou pas. Je pense que... Ce que je propose, c'est qu'on clôture tranquillement. Je sais qu'il y a quelques questions qui sont restées en suspens. Voilà, ce que je propose, et je vais répondre à chacune des questions laissées en suspens, de les envoyer directement à vous, Philippe. Donc, je leur donne votre adresse mail. En tout cas, je vous remercie énormément de votre participation à tous. Vous étiez nombreux de chez GFI à représenter l'entreprise et la thématique spécifique aujourd'hui de la cybersécurité, même si GFI ne fait pas que de la cybersécurité, et je pense que ça, c'est très clair. Nous, on est ravis en tout cas d'entamer ce début de collaboration ensemble, et ce n'est que le début. On a vu l'intérêt qu'avait en tout cas ce type de conférence auprès des étudiants. Donc, je suis sincèrement ravie de la conférence. J'espère que tous les participants ont apprécié, et la conférence sera également envoyée avec un lien. On a enregistré, donc vous pourrez la voir, la revoir, la re-revoir pour que vous puissiez également la suivre et la resuivre. Donc voilà, je ne sais pas, vous voulez peut-être dire un petit mot de la fin avant de se quitter? Eric, peut-être un mot pour la fin, en conclusion? Oui, effectivement, c'était une première collaboration entre l'ISG et GFI. Une vraie possibilité d'échanger en mode live avec vous, les étudiants. Et effectivement, on sera très heureux de pouvoir continuer à échanger avec vous lors de prochaines thématiques qu'on travaillera bien sûr avec votre école, et nous reviendrons vers vous pour exprimer un peu les sujets sur lesquels on pourrait continuer à échanger, bien entendu tenant compte de vos motivations sur telle ou telle thématique. Et donc, c'est une première pour nous. On espère que ça vous a plu, et on reste mobilisé pour échanger au niveau de l'équipe GFI avec l'ISG. Merci Eric, et pour conclure cette présentation, cette conférence à nos étudiants, je voulais vraiment sincèrement vous remercier. Alexandra effectivement l'a fait, mais je le fais également au nom du groupe Ionis, puisqu'il y a non seulement les élèves de l'ISG qui vous ont écouté, mais également les élèves d'Epitech, des élèves de ESM Sudria. Et je pense qu'en un peu plus d'une heure, vous avez pu faire découvrir un sujet véritablement stratégique, la cybersécurité, et j'espère vraiment avoir donné envie à nos étudiants de devenir des futurs managers capables de gérer cette convergence du business et des nouvelles technologies. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.